Bonjour à tous. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre une table ronde organisée par l'OPEXT, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, une table ronde portant sur la filière hydrogène-énergie. Pour l'OPEXT, il faut imaginer des solutions de stockage massif d'énergie afin de pouvoir développer les énergies renouvelables à grande échelle. À cet égard, l'hydrogène est une piste prometteuse. Mais alors, comment produire de l'hydrogène? Comment le transporter? Comment le stocker? Et combien ça coûte? C'est à toutes ces questions que cette table ronde que je vous propose de voir tout de suite répond. L'hydrogène est un élément le plus répandu dans l'univers, mais qu'il est généralement accessible sur notre planète sous forme combinée avec de l'oxygène ou du carbone. Il est donc en général nécessaire de dépenser de l'énergie pour commencer à séparer l'hydrogène de ses composés. C'est pourquoi l'hydrogène est associé comme un vecteur énergétique et non pas comme une source d'énergie. L'Institut français du pétrole et énergie nouvelle a toutefois engagé une étude sur les sources d'hydrogène naturel. M. François Kalaïdjian, directeur adjoint aux ressources énergétiques de l'IFPN, va à présent nous en présenter les principaux résultats. Il a commencé à intervenir tout à l'heure. Peut-être pourra-t-il nous donner une idée des quantités d'hydrogène qui pourraient être extraites de ces sources et des investissements qui seraient eux aussi nécessaires pour pouvoir y parvenir. Je vous donne la parole. Oui. Je vous en prie, M. Kalaïdjian. Je vous remercie de nous avoir invités, IFP Énergie Nouvelle, à intervenir dans cette journée. J'ai bien conscience qu'on est un petit peu exogène par rapport à tout ce qui a été dit. Et donc, mon propos, qui va être assez bref, mon propos est d'illustrer finalement que de parler de l'hydrogène en tant que vecteur énergétique est un peu réducteur. D'ailleurs, le mot réducteur et réduction reviendra en fil rouge dans ma présentation, puisque l'hydrogène est produit naturellement par le système Terre, et donc à ce titre peut être qualifié d'énergie produite par notre globe. Donc réduction, c'est bien le cas de le dire, puisque finalement, l'eau, qu'est-ce que c'est que l'eau? C'est un oxyde d'hydrogène. Donc, passer de l'eau à l'hydrogène, ça résulte d'un processus de réduction. Et qui dit réduction, il faut avoir la contrepartie qui est une oxydation. Et finalement, si on arrive à avoir naturellement un système d'oxydoréduction, eh bien, on voit qu'on peut produire de façon continue de l'hydrogène par réduction de l'eau, pour autant qu'on arrive par exemple à oxyder un métal corrélativement, par exemple un minéral contenant du fer, le fer étant dans un état fer2, et qu'on puisse faire passer ce fer2 en fer3. Donc si vous avez dans la nature des minéraux ferriques qui ont encore une capacité d'oxydation, vu qu'il y a quand même pas mal d'eau dans la nature, pour peu que les conditions soient réunies, eh bien, on voit qu'assez naturellement, c'est le cas de le dire, on peut produire de l'hydrogène de façon naturelle. Donc, vecteur, pas uniquement, mais source d'énergie, oui. Alors, bon, nous avons fait des communiqués de presse cette année là-dessus. Ces communiqués de presse ne sont pas là pour dire, vous savez, il y a de la production naturelle d'hydrogène, vous ne le saviez pas, on vous l'apprend, on n'a pas cette prétention-là. On sait bien que dans les dorsales médio océaniques, notamment celle qu'on connaît bien, la médio-atlantique, qui émerge en Islande, eh bien, il y a de la production d'hydrogène. Alors cette production d'hydrogène, d'ailleurs, est associée à d'autres constituants comme l'azote, comme l'hélium, comme le méthane aussi. Et les évents qui sont localisés sur les dorsales médio-océaniques ont des productions de chaque évent, et donc il y en a des multitudes. Chaque évent peut avoir des productions de 5 à 10 millions de mètres cubes d'hydrogène par an.
c'est pas rien, donc c'est connu, et donc on a réellement là une source d'énergie. Il se trouve qu'aller chercher de l'hydrogène au milieu de l'océan, c'est quand même un peu compliqué. Et donc, même si c'est connu, c'est pas du tout envisageable d'un point de vue industriel. Mais ça guide la réflexion. Il existe donc sur notre globe terrestre des endroits où il y a une production d'hydrogène massive. Et est-ce que, et c'est là que nous, on est intervenu finalement, est-ce qu'il y a d'autres endroits sur la planète, un peu moins exotiques que le fond des océans situés dans l'aride médio-atlantique ou médio-océanique par des milliers de mètres de fond? Est-ce qu'il y a d'autres endroits, d'autres occurrences possibles de production d'hydrogène naturel et finalement par quel système ça peut se passer? Quels sont les mécanismes qui président à la production d'hydrogène? Alors il y a, grosso modo, il y a deux options de production d'hydrogène. Il y a une première qui finalement concerne les massifs. Alors il y a quelques termes géologiques, massifs ophiolitiques ou péridotiques. Donc ce sont des roches à l'état réduit, qui sont des roches souvent qui sont formées par très grande profondeur et qui sont effectivement riches en fer, et en fer à un niveau de, par exemple, fer 2, donc il y a une capacité d'oxydation. Alors ces roches ophiolitiques, péridotiques, on les retrouve dans les Apennins, on retrouve au nord de l'Italie par exemple, on en retrouve à Chypre, en Turquie, en Grèce, donc dans les Philippines, on en retrouve dans différents endroits de la planète, parce que si maintenant on a comme guide de chercher des massifs ophiolitiques, eh bien, mais qui soient dans une condition d'oxydoréduction, on a un niveau d'oxydoréduction intéressant, on a là un guide de prospection géologique. Et puis on retrouve, il y a une deuxième option, donc j'ai dit qu'il y avait deux options, ça c'est la première, et la deuxième, ce sont finalement des roches très anciennes qui se retrouvent au centre des grandes plaques continentales. Alors là, il y en a par exemple en Russie, il y en a par exemple aux États-Unis, dans le Kansas, c'est connu, il y a des occurrences de production d'hydrogène. Alors selon les cas, dans les deux options d'ailleurs, que ce soit des massifs ophiolitiques et qui peuvent se transformer sous l'action de l'eau par un processus qui est assez joli qui s'appelle la serpentinisation. Donc, voilà. Et donc dans les deux options, finalement, cet hydrogène, selon les cas, va être massif, c'est-à-dire 90% de la production, ce sera de l'hydrogène pur ou beaucoup plus dilué. Tout dépend un peu des systèmes naturels. La nature n'est pas totalement encore sous contrôle de l'humain. Donc voilà les deux occurrences possibles, mais qui fait que finalement on a été amené, nous, à découvrir, avec ces guides de prospection géologique, de découvrir par exemple des localisations de production d'hydrogène en Caroline, aux États-Unis, qui n'étaient pas connues. Mais avec une approche de type naturaliste et géologique, eh bien, on arrive à démontrer que dans certains endroits, il devrait y avoir des productions d'hydrogène et on en observe. Alors, il y en a aussi en Afrique, il y en a notamment au Mali. Donc c'est un endroit un peu compliqué en ce moment pour aller faire de la prospection géologique, mais donc il y a une diversité, d'endroits sur la planète où on observe une production d'hydrogène. Et le plus souvent, donc, une hypothèse de mécanisme, c'est celui que j'ai décrit, qui est ce mécanisme d'oxydoréduction.
Alors pour les roches très anciennes qui se situent au cœur des plaques continentales, dans des parties où la croûte terrestre est amincie, où il y a des failles possibles qui mettent en relation les couches profondes de la croûte avec la surface, il peut y avoir aussi d'autres mécanismes qui se produisent. On est dans des conditions de température, de pression qui sont importantes, et on peut avoir des mécanismes type électrolyse, mais ça reste un objet de recherche. Alors, j'ai parlé pour les évents situés dans les rides médio-océaniques de quantités assez importantes de production d'hydrogène. Pour ce qui concerne ce qu'on peut observer onshore, enfin disons sur le continent, là on est sur des productions d'hydrogène qu'on a observées de façon beaucoup plus modeste. On est de l'ordre de 5 à 10 000 mètres cubes par jour. Voilà. Mais le souci de ces production d'hydrogène, c'est que eh bien, l'hydrogène n'est pas produit par une seule fissure, et puis il suffirait de mettre un ballon au-dessus et de récupérer l'hydrogène. Donc on a un système finalement de fissuration qui existe et qui est toujours corrélé à la production d'hydrogène, parce que finalement il y a une transformation de la roche, et qui dit transformation de la roche dit éventuellement consommation et modification du volume de la roche, donc effondrement en profondeur qui se traduit en surface par des sortes de cratères, même si ce n'est pas nécessairement lié à des systèmes volcaniques. Et donc on a nécessairement un cortège de failles, de fractures, de fissures, et finalement l'hydrogène qui est émis à la surface, il est émis de façon un peu disséminée. Donc il faut caractériser un peu en profondeur comment cette production d'hydrogène se produit. Est-ce qu'on a une capacité à venir collecter en profondeur cet hydrogène? Donc vous voyez là tout un chantier de R&D. Donc pour résumer, production d'hydrogène naturel, oui, même donc connue depuis longtemps. Maintenant, des guides de prospection géologique qui se clarifient progressivement et qui ont amené à faire des découvertes de production naturelle d'hydrogène sur les continents, mais aussi on parlait de systèmes isolés, par exemple en Nouvelle-Calédonie il y a aussi tout à fait de la production d'hydrogène, donc au large de la Nouvelle-Calédonie. Et donc on a là maintenant des clés pour identifier des lieux possibles de production d'hydrogène. Alors j'ai parlé un peu de la France, surtout pour la Nouvelle-Calédonie. Pour ce qui concerne la France métropolitaine, on pourrait dire, il y a quelques occurrences de production d'hydrogène, notamment dans le bassin du sud-est de la France, mais qui reste modeste et dont il faut comprendre mieux l'origine géologique. Alors les coûts de production d'un hydrogène naturel, on n'en est pas là. Il faudrait déjà quantifier les choses, voir s'il y a possibilité de développer des modes de production de type pétrolière ou gazière. Donc on n'en est pas là, on en est encore à qualifier la forme sous laquelle cet hydrogène est émis, et voir si on peut proposer des moyens ensuite de collecte industrielle par des puits de cet hydrogène. Alors après, au-delà de ça, d'aucuns imaginent qu'on pourrait proposer des systèmes mimétiques, enfin, des systèmes industriels qui viendraient mimer ce que la nature sait faire pour pas cher. Hein. On parlait de coûts de séparation de l'hydrogène d'autres constituants. Ben là, la nature travaille gratuitement pour nous. Est-ce que industriellement il y aurait lieu de proposer des systèmes qui viendraient travailler sur des procédés d'oxydoréduction? Bon, je pense qu'aujourd'hui on n'est pas du tout dans des niveaux économiques, mais certains laboratoires commencent à s'y intéresser. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci. Je vous propose peut-être que le débat, on l'enclenche après avoir entendu les 4 intervenants de la deuxième table ronde, si ça vous convient.
chacun garde à l'esprit la possibilité qu'il y a dans ce domaine-là. Merci donc, Monsieur Kalaïdjian, pour cet exposé passionnant qui démontre encore une fois que nous disposons dans notre pays de compétences scientifiques et techniques qui sont quand même considérables sur le sujet et qui se profilent. Je vais maintenant me tourner plutôt vers Monsieur Arthur Mofakami, que j'avais presque interpellé tout à l'heure, excusez-moi, directeur technique de la société Ceram ID, qui va nous parler de moyens beaucoup plus banals pour obtenir de l'hydrogène, un moyen qui est connu, puisqu'il s'agit de l'électrolyse de l'eau. C'est un procédé qui a été mis en œuvre pour la première fois aux environs des années 1800, donc ce n'est pas tout à fait d'hier. Il pourrait permettre d'utiliser l'électricité excédentaire, notamment d'origine renouvelable, bien entendu, pour produire de l'hydrogène. Toutefois, l'hydrogène ainsi produit reste à ce jour beaucoup plus coûteux que celui obtenu à partir d'hydrocarbures, notamment à partir de gaz naturel, de méthane, voire de biogaz. Est-il possible d'améliorer le rendement des électrolyseurs tout en les rendant plus accessibles? En un mot, sera-t-il possible demain de produire avec de l'électrolyse de l'hydrogène à moindre coût? Monsieur Mofakami pourra peut-être répondre à ces questions, en tout cas c'est les interrogations qu'on lui pose, de manière à pouvoir envisager de nouvelles voies de positionnement de l'hydrogène sur notre territoire. Je vous donne la parole. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole, et surtout de donner la parole à Ceramide. Donc peut-être qu'on va pouvoir déconstruire un autre mythe, mais en tout cas on va y voir plus clair, j'espère, à la fin de mon exposé. Donc 2 mots quand même sur la société Ceramide, créée en 2005, suite, là je dois tirer mon chapeau aux aides publiques, suite aux 2 prix successifs de l'innovation de Zohan Var, qui nous a vraiment permis de lever des fonds derrière. La société a mis en place, a créé une nouvelle membrane échangeur ionique, ce qui a permis de développer des prototypes et des applications diverses et variées. Aujourd'hui, il y a un pilote industriel qui permet la production de cette membrane. Et une des applications de la membrane est bien sûr la production d'hydrogène par électrolyse. Donc, pour justement aborder le sujet de production d'hydrogène par électrolyse, il faut d'abord essayer de voir quelles sont les différentes technologies qui existent sur le marché. Qui existent sur le marché, qui sont disponibles en fait sur le marché, qui ne sont pas à l'état de recherche. Les 2 technologies dont on peut citer, c'est la technologie alcaline et la technologie PEM, qui est plutôt des électrolytes acides. Bon, comme vous l'avez remarqué, la technologie alcaline existe depuis 1900. En 1939, une unité de 10 000 normaux mètres cubeurs a été créée. Et plus tard, en 1959, je crois, l'URJ a fait un premier électrolyseur de 30 bars. Après, bon, de quelle manière, c'est des choses sur lesquelles on va y arriver. Mais la technologie alcaline est une technologie vraiment mature. On connaît bien ses limites et on connaît bien ses capacités, ses capacités. On peut par exemple aujourd'hui citer les sociétés les plus actives dans cette technologie-là, qui sont Hydrogenix, sociétés européens et canadiens qui proposent des unités d'électrolyse alcaline à travers le monde, et pas mal installées en Allemagne pour justement le power to gas. On peut citer Nel, qui est une émanation de Statoil norvégien, et qui propose aussi des électrolyseurs alcalins de plus faible disons, capacité, et Enertrag, qui a été dernièrement racheté par McPhy, société française, et il va peut-être en parler cet après-midi, et qui, au contraire,
réalise des électrolyseurs de 2 à 6 MW, enfin des unités en tout cas de stack de 2 MW. Mais quand on regarde les publications de ces sociétés actuellement actifs et sur le marché, le rendement de cette technologie est quand même de l'ordre de 58 à 60%. Alors ça, on peut le voir, les sources sont sur Internet. Par exemple, Enertrag dit que à 1000 normomètres cubes heure, la consommation électrique est de 6 MW. Quand on fait le calcul simple, on tombe sur 58% de rendement. Donc ça, c'est un aspect qui est un peu à améliorer dans le cadre des technologies alcalines. L'autre aspect, c'est la pression. Donc on a beaucoup parlé de la pression par rapport au stockage d'hydrogène. Et aujourd'hui, la majeure partie des électrolyseurs de puissance alcaline, je ne parle pas des petits électrolyseurs, mais de puissance, fonctionnent à pression atmosphérique. Et derrière, il y a un surpresseur ou compresseur qui permet de monter à 30 bars ou davantage. Ça aussi, c'est un autre aspect à améliorer. Et quelle est la raison? C'est-à-dire une technologie qui est mature, pour quelle raison elle n'a pas réussi à avoir des électrolyseurs qui sont sous pression? En réalité, il faut aller un peu plus en détail dans la technologie. La technologie alcaline ne possède pas de membrane échangeuse ionique. En fait, on utilise des séparateurs. Comme à l'origine, c'était des séparateurs en asbestos, excusez-moi le mot français, amiante, merci, merci beaucoup. Et maintenant qu'ils sont interdites en utilisation, et maintenant on utilise plutôt des membranes fournies par AGFA. Mais ça empêche la montée en pression, parce qu'il y a un mixage de gaz qui peut se produire à travers ces séparateurs qui sont micro-perforés. Et aussi, ça empêche d'augmenter le rendement, parce qu'il faudrait rapprocher les électrodes de ces séparateurs, ce qui générait encore une fois un problème de mélange de gaz produits ensemble. Bon, il y a des recherches qui sont engagées pour améliorer ça, notamment Hydrogenix, dans un consortium, a accès à des fonds européens pour pouvoir trouver des solutions par rapport à ces problématiques. Mais voilà l'état de la technologie alcaline. Maintenant, où est-ce qu'on en est sur la technologie PEM? Elle aussi, ce n'est pas une technologie nouvelle en fait. PEM, premier électrolyseur PEM date de 1966, l'année où je suis né. Donc on a le même âge, si vous voulez. Et depuis, beaucoup d'électrolyseurs ont été développés en PEM, mais toujours à petites échelles. On n'a jamais réussi, et pourtant il y a des sociétés qui ont essayé, GE a essayé, Statoil a essayé, c'est les deux sociétés les plus grosses qui me viennent à l'idée, si aujourd'hui Solvay essaye aussi, mais ils n'ont pas réussi à supplanter la technologie alcaline. Et pourtant, les rendements sont meilleurs, on est de l'ordre de 80% de rendement, global au minimum à 75% de rendement avec l'ensemble du système qui l'entoure. On n'a plus d'électrolyte, on consomme que de l'eau. En fait, c'est la membrane qui contient, disons, la partie active pour transformer l'eau en ion et ensuite permettre aux électrodes de le transformer en gaz, hydrogène et oxygène. Et donc, je pense, alors ça, je n'ai pas de réponse à ça, mais je pense qu'il y a un problème inhérent à cette technologie par rapport à l'électrolyse. Dupont de Nemours, qui est fabricant d'une de ces membranes pour PEM, qui s'appelle le Nafion, a sur son site un document technique sur le Nafion. Et tant que vous utilisez le Nafion dans le domaine de piles à combustible, bon, il n'y a pas trop de problème parce que la membrane est très sensible aux ions bivalents. Calcium, magnésium, alors après il y a d'autres ions comme le fer, ont la mauvaise habitude de se précipiter à l'intérieur de la membrane sur les sites actifs et bloquer les sites actifs.
de sorte que dans la communication de Dupont, ils indiquent que la qualité de l'eau utilisée devrait être inférieure à 20 ppb pour le calcium et magnésium et 1 ppm pour le fer. Et là, on sort un problème qui fait que les électrolyseurs, disons PM, peuvent durer longtemps, mais il faut faire extrêmement attention à la qualité de l'eau qu'on leur fournit. Pour vous donner un chiffre, un an de fonctionnement d'un électrolyseur PM à 1 MW, 200 normomètres cubeurs, va à une qualité d'eau de 5 ppm, 5 microsiemens, donc 2,5 ppm d'impureté, va engendrer une accumulation de 4 kg de ces ions-là à l'intérieur des stacks. Et donc ça, inévitablement, ça va diminuer l'efficacité. Donc on va passer de 80% d'efficacité à 60%, voire 50% d'efficacité. Donc ça, c'est un des problèmes qui a peut-être été à l'origine de cette stagnation technologique aussi. Mais bon, malgré tout, il y a des gens qui proposent aujourd'hui des électrolyseurs de 1 MW dans ces technologies-là. Bon, toujours faut-il faire attention à l'eau. Si on fait attention à ça, au niveau maintenance et durabilité, on peut y arriver. Il y a des électrolyseurs qui ont fonctionné dans les sous-marins de plus de 40 000 heures, je crois, ou davantage encore. Mais là, encore une fois, il faut faire très attention à la qualité de l'eau. Et donc, nous, ce qu'on a fait au sein de Céramide, on a mis au point une membrane qui est changeosionique, mais qui ne contient pas d'acide fort à l'intérieur de la membrane, mais qu'une acide faible. Et cet acide faible n'a pas du tout d'affinité avec les ions bivalents. D'ailleurs, ces ions bivalents sont conduits dans cet acide faible aussi, dans ce milieu électrolyte solide. Et alors, pour produire les ions nécessaires, on rajoute 10% d'acide sulfurique. Et 10% d'acide sulfurique dans le milieu industriel, ce n'est pas quelque chose de compliqué à gérer. Il y a bien d'autres électrolyseurs pour d'autres applications où l'acidité est beaucoup plus importante. Donc on a réussi à mettre au point deux prototypes. Un de ces prototypes-là a été testé sur un site industriel pendant 1 an et demi, et qui nous a permis de faire le deuxième prototype qui va être livré à RWE en Allemagne pour les essais en power to gas. C'est un prototype de 30 normomètres cubeurs. D'ailleurs, on serait très intéressé de réitérer cette expérience en France avec des partenaires français sur des électrolyseurs qui peuvent aller jusqu'à 300 normomètres cubeurs. C'est-à-dire on parle de 1,4 MW. En fait, on a réussi à à concevoir un électrolyseur modulaire. On fait des unités de 15 normomètres cubeurs toutes les pièces sont industrialisées, donc une réduction de coût importante. La membrane est fabriquée en France par nous-mêmes. Et ça permet de réduire considérablement le coût du cœur de la technologie, l'équivalent de stack pile à combustible qui est en électrolyse. Et après, on les assemble sous forme de modules. C'est quelque chose qu'on a breveté. Donc, c'est des modules de 4 stacks. Et ces modules peuvent s'interconnecter jusqu'à 5 modules. Ce qui vous fait 20 stacks, chacun produisant 15 normomètres cubeurs. Et ça vous fait 300 normomètres cubeurs. Donc 1,4 MW à un rendement de 76%. Pardon. Et donc, quand on fait l'étude de coût d'hydrogène produit par ce genre de système, comme je vous l'ai déjà dit, dans notre cas, 80% du coût de l'hydrogène produit vient d'électricité. Une simulation avec l'électricité à 60 € le mégawattheure, donc en France, quelque chose qui se pratique en France, nous amène à un coût de 4 € le kilogramme d'hydrogène, prenant en compte l'achat du système, en prenant en compte la maintenance, la consommation de l'eau, enfin tout ce qui va avec. Et maintenant, si on imagine qu'on a accès à une électricité détaxée, ou en tout cas moins chère, ou en tout cas peut-être l'électricité qui est perdue, ou qu'on gagnerait en ne pas modifiant la quantité de production. Je parle de nucléaire, par exemple, où on est obligé de moduler. Ou alors l'énergie renouvelable excédentaire. Là, on peut avoir une moyenne de coût d'électricité de 20 € le mégawattheure, par exemple. Et là, on est équivalent au prix de gaz naturel, à l'achat, pas à la revente, à l'achat. Donc, le prix de l'hydrogène est très, très dépendant de la source d'électricité
auxquels on a accès ou pas. Et ça, c'est aussi peut-être, je ne dirais pas une décision politique, mais une décision en tout cas industrielle en France pour aller dans ce sens ou pas. Voilà, j'espère que j'ai réussi à décortiquer un peu le mythe de l'hydrogène cher, mais voilà, merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Mofakami, pour cette présentation et cette orientation que vous nous donnez. Une fois que l'hydrogène a été produit au prix le plus bas possible, puisque c'est bien de cela quand même dont il s'agit, il est généralement pas consommé de suite. Il faut donc le stocker. Et le stocker d'une façon sûre, avec un coût final qui soit lui aussi acceptable pour le consommateur. Et c'est M. Jérôme Gosset, qui est directeur de la Business Uni Stockage d'énergie d'Areva, qui va nous en dire deux mots, puisqu'il est un petit peu le spécialiste de l'art dans ce domaine-là. Et nous savons que c'est un goulot d'étranglement important dans la filière hydrogène que celui du stockage. Monsieur Gosset, vous avez la parole. Monsieur le sénateur Pastor, merci de me donner l'occasion de prendre la parole dans cette audition. Pour mettre en perspective la problématique du stockage de l'hydrogène, je voudrais commencer par dire que le stockage de l'énergie est au cœur, on le sait bien, de la gestion de l'énergie intelligente. Et parmi les différentes technologies de stockage, l'hydrogène présente la caractéristique particulière d'être extrêmement flexible, d'offrir une multiplicité d'usages possibles qu'on a pu apercevoir ce matin dans la table ronde. On peut refaire du kilowattheure avec des piles à partir de l'hydrogène, que ce soit dans des applications stationnaires, nomades, industrielles ou tertiaires. On peut, grâce à ces piles, grâce au stockage de l'énergie permis par les électrolyseurs, aussi gérer l'énergie intermittente sur un réseau électrique, donc produire des services réseau. On peut utiliser ce gaz hydrogène qui aurait été produit directement sous forme de gaz pour utiliser sa chaleur dans le power to gas, dont on parlera après. Et puis, évidemment, on a longuement parlé, on peut l'utiliser en mobilité comme un carburant, que ce soit pour la mobilité routière ou plus largement d'autres types comme les bateaux ou des appareils un peu particuliers. Cette multiplicité d'usages possibles rencontre en fait une multiplicité de questions ou d'enjeux qui existent au niveau des territoires. Alors, c'est pas à vous que je apprendrai quels sont ces enjeux, mais peut-être pour les illustrer rapidement, il y a l'attractivité d'un territoire en termes industriels ou d'activité agricole, donc sur l'accès à une énergie fiable et pas chère. Il y a la gestion locale des réseaux de distribution, que ce soit de gaz ou d'électricité, donc avec la question de la production locale d'énergie, et peut-être demain celle de l'autoconsommation. Il y a la question des bâtiments, de l'amélioration de leur performance énergétique, de les rendre autonomes à l'échelle donc d'un bâtiment, voire d'un quartier, et puis toutes les questions liées autour de l'accès à l'énergie, de la précarité énergétique. Donc tous ces sujets-là en fait sont aujourd'hui bousculés ou en tout cas renouvelés par les évolutions du monde de l'énergie, et en fait ça amène à s'interroger sur l'émergence de ce que je peux appeler des circuits énergétiques courts ou des moyens de produire localement de l'énergie et de la gérer, et pour cela il y a impérativement besoin de stockage. Et donc la question qui se pose, c'est celle effectivement du déploiement possible de ces filières courtes et quelles peuvent être leur part finalement dans le mix énergétique global par rapport à la solution classique qui consistait à aller acheter cette énergie loin, que ce soit de l'énergie électrique produite dans des centrales au travers d'un réseau électrique, soit de l'énergie gaz qui viendrait de gisements divers et variés par des pipelines ou du pétrole. Donc on est dans un changement de paradigme assez fort et qui impose effectivement de stocker de l'énergie et de la gérer au mieux possible. Et donc l'hydrogène, c'est bien une technologie qui va accompagner cette transition énergétique vers plus de modèles énergétiques de circuits courts. Et je pense qu'effectivement, les différents moyens de stockage d'énergie permettent, les différents moyens de stockage de l'hydrogène permettent d'imaginer des chaînes énergétiques courtes qui utilisent cet hydrogène à des échelles différentes. Ça peut aller, alors je ne parlerai pas des applications nomades que je connais très mal, mais si on est sur du système de secours, une antenne relais, on va avoir besoin de quelques jours d'autonomie à 5 kW, donc on va parler d'une vingtaine de kilos d'hydrogène. Si on est sur un bâtiment
tertiaire ou public, on peut être à l'échelle de 50 kW, où là on aura besoin typiquement d'une journée d'autonomie, on va parler là de 70 kg d'hydrogène. Si on est sur une plateforme raccordée au réseau électrique, comme Myrte en Corse, où là on a 200 kW de pile, 200 kW d'électrolyse, et qu'on veut une autonomie à peu près d'une journée, on est là sur 150 kg d'hydrogène. Et puis si on parle si on regarde vers le futur dans des applications typiquement power to gas, on va avoir des électrolyseurs qu'on va probablement mettre en série pour faire, mettons, prenons un chiffre, 100 MW d'électrolyse sur lequel on va produire à longueur de journée ou par par dizaines d'heures, ça peut représenter 70 tonnes d'hydrogène par jour produites. Donc on voit bien que là, la mise en œuvre de l'hydrogène à différentes échelles implique des échelles qui sont très variées et donc qui demandent une diversité de moyens de stockage pour pouvoir être mis en œuvre. Alors, si je les balaye et que j'en dresse un panorama rapide, on peut peut-être, donc on pense évidemment, en tout premier, on peut penser à l'hydrogène liquide qui est bien connu, qui est bien mis en œuvre sur le plan industriel, qui a l'avantage d'avoir des très fortes densités énergétiques, mais qui est très coûteux à produire parce qu'il faut descendre la température très bas et qui a une autoconsommation énergétique très forte puisqu'il faut maintenir cette température basse. Donc c'est une technologie qui est réservée à des usages avancés et qui n'est pas très adaptée à l'hydrogène énergie. Donc on peut l'oublier pour ce qui nous concerne. On a parlé tout à l'heure du stockage gaz sous pression. Alors effectivement, c'est une technologie qui est bien éprouvée, qui aujourd'hui on peut stocker de l'hydrogène jusqu'à 200 bars, c'est très courant. Ça peut se faire donc, ce qu'on appelle dans des racks, c'est-à-dire des paquets de bouteilles qu'on peut entreposer et déplacer avec des chars élévateurs, ou alors c'est carrément une remorque de camion qui est composée d'une dizaine de bouteilles mises horizontalement et qui font la longueur de la remorque. On peut aussi avoir, et c'est ce qu'on a sur Myrte, typiquement en Corse, des grands réservoirs qui ressemblent aux réservoirs de propane ou de méthane, enfin de gaz qu'on peut avoir chez soi, et qui permettent de stocker l'hydrogène. Là, sur Myrte, en l'occurrence, on en fait à 35 bars. Donc ça, c'est une technologie qui est bien connue, qui est extrêmement performante, mais qui est, je dirais, qui n'évolue pas, enfin, qui est bien établie et qui ne bouge pas. Il a été évoqué tout à l'heure le fait qu'effectivement, depuis quelques années, le besoin pour la mobilité de stockage à 350 ou 700 bars a amené un certain nombre d'acteurs à faire des travaux de développement. Et aujourd'hui, il y a une rupture technologique qui est en train d'aboutir, qui est celle des réservoirs à 700 bars. Et donc, évidemment, par de conséquence, toute pression inférieure à 700 bars est aussi accessible. Donc c'est des stockages en fibre de carbone revêtus à l'intérieur d'un revêtement étanche à l'hydrogène et qui vont permettre en fait deux choses. D'abord, livrer sur un site, on peut loger dans un volume très restreint une quantité d'énergie très importante qui va permettre en fait une longue autonomie, ce qui est extrêmement important pour des sites isolés ou difficiles d'accès, quand on veut les rendre autonomes pendant un certain temps. Et puis l'autre aspect important, c'est ce type de stockage va permettre de multiplier par un facteur 4 à 5 la quantité d'énergie embarquée sur un camion de livraison d'hydrogène. Et donc pour tout ce qui est hydrogène livré par camion, il y a là une rupture forte sur le coût d'accès finalement à de l'hydrogène qui serait produit de façon centralisée et qui serait délivré sur un site donné. Donc ça, c'est une innovation importante qui a été d'ailleurs supportée par la puissance publique en France au travers d'Oseo dans le programme H2E et qui est essentiellement mené par Air Liquide et par Composite Aquitaine. Donc ça, c'est une rupture importante, mais c'est pas la seule. On a parlé aussi tout à l'heure des hydrures. Ça, c'est une deuxième rupture importante qui là vise le stockage solide. Donc là, il s'agit d'immobiliser l'hydrogène dans un hydrure, donc qui est un matériau solide. Donc on fait ça en fait en injectant de l'hydrogène autour de cette hydrure et on le fait sous pression et ça va faire rentrer entre guillemets l'hydrogène dans l'hydrure en libérant un peu de chaleur qu'on peut ou pas récupérer en fonction du rendement finalement, enfin de la complexité qu'on s'autorise sur l'installation et du rendement qu'on souhaite. L'avantage des hydrures, c'est de stabiliser l'hydrogène, parce que comme au moment du stockage, il y a un relargage de chaleur, finalement l'hydrogène se retrouve piégé, il n'y a plus assez d'énergie pour qu'il ressorte. Et pour le faire ressortir, justement, il va falloir lui redonner cette chaleur. Donc l'avantage de cette solution, c'est sa sécurité, la stabilisation de l'hydrogène qu'elle apporte. Et le deuxième avantage, c'est la très grande densité d'hydrogène qu'on peut avoir par mètre cube. On est dans les hydrures à une centaine de grammes d'hydrogène par mètre cube. Par comparaison, on est à 40 grammes dans des stockages, 40 grammes par mètre cube, pardon, dans des stockages à 700 bars.
Alors, toute technologie a ses inconvénients. Celle-ci pose quelques problèmes sur la cinétique, c'est-à-dire la dynamique de ces systèmes-là. Elle pose aussi des problèmes sur la pureté des gaz qu'elle peut accepter. Alors je mentionnerai aussi une autre technologie intéressante qui est celle du stockage. Alors ça ressemble aux hydrures, mais en fait on va stocker l'hydrogène dans une molécule qui va rester liquide. Alors elle s'appelle d'un nom barbare qui s'appelle carbazole. Je ne vous donnerai pas la formule, je suis bien incapable. Mais en fait c'est une molécule dans laquelle on peut charger jusqu'à une vingtaine voire 25 atomes d'hydrogène et qui a l'avantage en fait d'être un liquide qui va avoir des propriétés très proches de celles du diesel, à la fois en termes de densité et de contenu énergétique. Il y a 1,7 kWh d'énergie hydrogène qu'on peut stocker dans chaque litre de ce composant. Donc c'est un liquide donc, qui pourrait utiliser les mêmes infrastructures que le diesel, ce serait ça son intérêt, qui aurait toute la praticité d'un liquide pour la mise en œuvre. L'inconvénient là, c'est un peu comme pour les hydrures, le fait de, pour stocker et déstocker l'hydrogène, de devoir passer par des étapes de conversion qui mettent en œuvre des températures relativement élevées. Donc une relative complexité du stockage et des opérations de stockage et de déstockage de l'hydrogène. Alors la dernière grande option qu'il faut mentionner, c'est celle du power to gas. Alors c'est pas tellement une technologie, mais c'est presque plus un concept qui consiste en fait à utiliser les réseaux de gaz existants de façon à injecter de l'hydrogène. Pourquoi cette idée? Parce que les réseaux de gaz représentent des capacités de stockage très importantes. Le volume et la pression qu'on peut injecter dans ces réseaux et la réserve, la marge de manœuvre entre la pression moyenne d'exploitation et la pression maximale que peuvent supporter ces réseaux permettent d'envisager de stocker de grandes quantités de gaz. On peut même aller utiliser, comme on le fait pour le gaz naturel, des cavités ou des structures géologiques dans lesquelles on pourrait stocker cet hydrogène. Il y a d'ailleurs une étude européenne en ce moment, qui a lieu en ce moment, qui s'appelle HyUnder, qui cherche à faire l'évaluation et la comparaison des différentes structures géologiques en vue du stockage d'hydrogène. Donc il y a des résultats provisoires qui sont sortis. Je pense que les résultats définitifs sont attendus dans le courant de l'année prochaine. Et en fait, ce réseau de gaz va être pour le stockage de l'hydrogène, ce qu'est une montagne pour le stockage d'énergie par hydraulique. C'est-à-dire que finalement, il y a là une réserve de stockage qui est déjà investie, déjà payée, et dont le coût marginal pour l'exploiter pour l'hydrogène serait relativement faible. Alors ça pose un nombre de questions, je pense que GRT reviendra dessus, sur les aspects sécurité ou le comportement finalement les problèmes que pose la variation de la composition du gaz chez l'utilisateur final. Alors on le voit là, on a un panorama, finalement on a une panoplie de solutions de stockage qui sont très variées, qui peuvent être dans des échelles adaptées à ce que je décrivais tout à l'heure comme étant tout ce qui a besoin, toutes les échelles auxquelles on peut imaginer des systèmes énergétiques mettant en œuvre l'hydrogène. Ce qui nous paraît important pour la mise en œuvre de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, ces technos nouvelles et finalement cette expérience ancienne permettent d'imaginer effectivement de gérer l'intermittence et de gérer des flux énergétiques nouveaux, des chaînes énergétiques nouvelles, donc des flux d'énergie qui seraient à mettre en place, qui sont nouveaux sur des sites isolés, qui soient en lien avec la mobilité ou qui soient en ayant en tête l'autoconsommation. Et là, l'hydrogène est une bonne solution. La difficulté, c'est de faire émerger ces chaînes finalement. Pourquoi? Parce qu'elle demande de mettre en œuvre d'un seul coup plusieurs briques. Il faut à la fois avoir des véhicules si on veut faire la mobilité, mais il faut aussi un électrolyseur, il faut des moyens de stockage, il faut une source d'énergie, et il faut que tout ça fonctionne dans un modèle économique, alors peut-être aidé au début, mais qui doit être à terme viable. Et c'est l'émergence en fait de cet écosystème qui est aujourd'hui complexe à mettre en œuvre et qui a besoin, je pense, d'un support public. Les industriels travaillent, on l'a entendu ce matin, à faire émerger les solutions, à réduire les coûts, mais la mise en place et le déploiement de ce genre de solutions demandent à ce que la viabilité économique et les modalités de mise en œuvre de ces solutions soient étudiées. Donc, par exemple, étudier comment une région ou une collectivité donnée peut tirer parti de ce type de scène énergétique, de ce type de solution de stockage de l'énergie à l'échelle de ces problématiques. On pourrait imaginer de sélectionner en France une dizaine de projets de ce type-là pour justement passer aux actes et mettre en œuvre ce type de modèle pour explorer
leur viabilité économique, explorer comment mettre sur pied des schémas de circulation de l'énergie et de circulation des revenus à un niveau local. Ce qui concerne la mobilité, évidemment, il faut aussi regarder ça du point de vue national. Et là, il serait très intéressant que la puissance publique s'intéresse à un plan de mobilité hydrogène au niveau national, puisque les voitures ayant par nature avec l'hydrogène une autonomie très grande, de l'ordre de 500-800 km, c'est évidemment pas uniquement au niveau local qu'il faut regarder la question de la mobilité hydrogène. Et puis pour conclure, je rejoindrai les autres intervenants pour insister sur les aspects, la nécessité de repenser un certain nombre de points dans la réglementation, donc sur les aspects sécurité, mise en œuvre, effectivement, tout ce qui a été dit sur les installations ICPE, mais aussi pour faire émerger un certain nombre de mécanismes de marché qui vont permettre à des acteurs de se rémunérer et de faire réellement vivre la filière hydrogène. Donc je pense à la structuration des marchés sur tout ce qui va être la stabilisation des réseaux électriques, les services au réseau, tout ce qui va être la mobilité, le power to gas aussi. Il faut établir un cadre juridique qui permette de le faire fonctionner. Et monsieur évoquait tout à l'heure les besoins aussi en termes de réglementation pour les applications nomades. À ça, j'ajouterais effectivement aussi tous les régimes fiscaux qui vont avec la mise en œuvre de ces nouveaux systèmes, et également peut-être une réflexion à avoir sur les tarifs des tarifs d'électricité auxquels on pourrait faire accéder la technologie d'électrolyse, puisqu'on l'a vu, c'est un élément clé de la rentabilité de la production d'hydrogène et de son économie par électrolyse. Donc la question d'un tarif d'achat ou d'un tarif auquel le kilowattheure pourrait être accessible à la filière hydrogène mériterait certainement réflexion. Voilà, je vous remercie de votre attention. Très bien, merci Monsieur Gosset pour ce tour d'horizon, et dans votre dernier propos, vous faites le lien avec l'intervention des représentants de GRT Gas. Vous avez utilisé le mot qui est de pouvoir mettre en musique toute une opération qui ferait qu'on pourrait utiliser éventuellement les réseaux de gaz. Et je préfère utiliser ces propos-là, puisque dans la note qu'on m'avait préparée, je vois écrit le power to gas. Vous avez senti ma facilité à parler l'anglais, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc, en contrepartie, vous allez nous éclairer, et sans plus tarder, je vais donner la parole donc aux représentants. Nous avons eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de collègues outre-Rhin en Allemagne sur ce type de sujet, et dans l'après-midi, nous aurons un représentant qui viendra également nous en parler. Ils ont mis en place toute une opération d'expérimentation avec la société E.ON notamment. Hein. Donc on a pu toucher du doigt ce que cela pouvait représenter, et sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame Mylène Poitou et à Monsieur Patrick Pell pour nous faire un tour d'horizon sur cette capacité qu'il y a aussi à utiliser un réseau qui existe, un réseau qui est bien maillé sur la totalité de notre territoire, voir comment et dans quelles conditions cela pourrait apporter sa participation au développement de l'hydrogène. Vous avez la parole. Merci bien, Monsieur le Sénateur. Je voulais effectivement rappeler un peu la spécificité du système gazier qui permet justement les applications dont on va parler tout à l'heure. Je voulais simplement rappeler que c'était un véritable vecteur énergétique de masse aussi, puisque je vous rappellerai tout simplement les débits de pointe de l'hiver 2012, qui a été assez froid. Sur le réseau gazier, il y a eu un appel de puissance de l'ordre de 158 000 MW, alors que sur le réseau électrique, il n'a été seulement de 101 000 MW, c'est-à-dire presque plus que 50% de plus en gaz qu'en électricité. Je voulais aussi rappeler que c'était un transport à grande distance, puisque c'est un transport qui, je dirais, sillonne toute l'Europe et même au-delà, jusqu'aux extrémités de l'Asie. Et en France, c'est à peu près 32 000 km de canalisation, dans lesquels, bien sûr, nous avons une capacité d'utilisation. Et je signalerai aussi que c'est un transport à grande distance, mais à faible consommation, puisque l'autoconsommation de ce réseau n'est que de 0,3% des quantités d'énergie transportées.
Enfin, je signalerai que c'est aussi une capacité de stockage, bon, bien sûr de façon un petit peu journalière dans le réseau de gazoducs, mais surtout, il donne accès à un réseau de stockage géologique. Il y en a 14 en France, qui peuvent représenter 25 à 30% de la consommation française en une année. Donc on a vraiment une grande capacité de stockage grâce à l'accès à ce réseau. Et là aussi, un point que je voulais signaler, c'est que mon voisin a parlé de changement de paradigme, et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre dans notre activité qui est quand même assez ancienne, malgré tout, qui a plusieurs décennies d'existence. Le changement de paradigme est le suivant, c'est que nous avons une orientation stratégique forte pour accueillir des gaz renouvelables. Les études que nous avons faites montrent que d'ici 2050, les possibilités, le potentiel de gaz renouvelable en France, quand on combine la méthanisation des déchets, la gazéification de la biomasse forestière, évidemment aussi ce qu'on appelle le power to gas, c'est-à-dire la transformation d'électricité en hydrogène, recombinée ou non, d'ailleurs avec du gaz carbonique pour faire du méthane, donc du méthane de synthèse, eh bien nous arrivons à un potentiel de l'ordre de 220 TWh à comparer à la consommation actuelle de la France qui est inférieure à 500 TWh. Donc on est à peu près de l'ordre de grandeur actuel de la moitié de la consommation française. On sait que les consommations vont diminuer, plusieurs intervenants l'ont cité, il y a beaucoup d'efforts en termes d'efficacité énergétique, et donc ça veut dire qu'à terme, il est possible que le gaz naturel importé ait une proportion de plus en plus faible dans nos réseaux, et donc une proportion de gaz renouvelable de plus en plus importante. Sur la proportion d'hydrogène ou d'hydrogène issu d'énergie électrique renouvelable, Mylène en parlera tout à l'heure, mais effectivement, ce n'est pas la proportion la plus importante. Dans ces gaz renouvelables, on l'estime à peu près à 10%, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais, et puis après, l'avenir, c'est difficile de le prévoir, l'essentiel, c'est de le rendre possible. Et c'est pour ça que nous essayons de travailler sur ce sujet-là, qui pour nous est une voie d'avenir, et une voie d'avenir qui permet l'interconnexion entre les systèmes électriques et les systèmes gaziers. Et cette transformation d'électricité en hydrogène va permettre de contribuer à une meilleure flexibilité de tous ces systèmes. Et nous nous y préparons parce que nous allons passer d'un système où nous avons à peu près 5 ou 6 entrées aux frontières, une quinzaine d'entrées par les stockages souterrains, à peut-être plusieurs centaines de points d'entrée sur le réseau. Et ça demande des réflexions de gestion intelligente des réseaux, ce qu'on appelle les smart grids, c'est un peu l'expression à la mode, hein, même si c'est de l'anglais, excusez-moi monsieur le sénateur, mais c'est... Bien sûr, mais effectivement, ça va nous demander de réfléchir de façon différente à la gestion de ces réseaux, et nous nous y préparons aussi. Et donc voilà l'introduction que je voulais faire, avant de passer la parole donc à Mylène sur plus précisément ce qu'on souhaite faire avec le power to gas, avec la transformation d'électricité en hydrogène. Bonjour. Alors, je vais vous apporter la partie économique de l'histoire, de l'étude que l'on a fait. En fait, on a abordé, comme l'a dit Patrick Pell, le débat sur la transition énergétique avec cette vision de transformation du réseau de gaz pour pouvoir avoir davantage de gaz renouvelables d'abord, et puis de pouvoir permettre le développement en quelque sorte des énergies électriques renouvelables intermittentes en offrant le réseau de gaz pour valoriser en fait les surplus d'énergie électrique. Donc on a réalisé avec eCube Stratégie Consultant 2 études économiques. La première qui ne vous concerne pas vraiment aujourd'hui, mais quand même sur la première question, c'était quel est le coût, à quel coût on pourrait produire beaucoup de gaz renouvelables. Et on arrive en conclusion simplement, et je vous la présenterai avec plaisir un peu plus tard si ça vous intéresse, mais on arrivait à dire que parmi l'ensemble du potentiel évoqué par Patrick Pell, les 150 TWh les plus compétitifs, et 150 TWh à un horizon 2050, ça ferait 40%. En imaginant une baisse des consommations de 1% par an, on arriverait à un 40-50% en fait, du gaz consommé en France qui pourrait être d'origine renouvelable, pour un surcoût
de moins de 20%, disons, de la facture du consommateur final, 20% à horizon 2050, donc en fait une augmentation de moins de 1% par an de la consommation du consommateur final. Je referme la parenthèse, ce n'est pas l'objet, mais c'était l'étude économique sur les gaz renouvelables dans leur ensemble. Et l'autre étude sur laquelle je vais davantage m'attarder, confiée également à Ecube Stratégie Consultant, c'était pour répondre à la question, bon, on voit bien la production d'hydrogène à partir d'électricité devient de plus en plus rentable, mais est-ce qu'on pourrait vraiment imaginer, dans un scénario favorable avec beaucoup de surplus d'origine électrique, une modélisation qui permette de penser qu'en 2050, on pourrait avoir une rentabilité pour couvrir en fait la France des électrolyseurs en nombre suffisant pour pouvoir absorber les surplus qui ne pourraient pas être absorbés par d'autres moyens. C'était vraiment la question posée. Donc, Ecube Stratégie Consultant est parti de la vision ADEME 2050 pour avoir un scénario à horizon 2050 crédible, faisant référence, versé au débat, et qui avait le bon goût aussi de prévoir beaucoup de production d'énergie électrique renouvelable avec 70 gigawatts de capacité installée d'éolien, offshore et onshore, et 60 gigawatts de capacité installée de photovoltaïque. Et puis, ils ont réalisé une modélisation heure par heure de la production du mix énergétique avec ces quantités de renouvelables et en supposant en bandeau, produit en bandeau, un nucléaire à cet horizon restant, en fait, en compensant finalement la capacité, en supposant que la capacité nécessaire était celle qui n'était pas, avec la production de renouvelables la production de renouvelables, disons, entre 2030 et 2050, substituée entre le renouvelable et le nucléaire, et en partant de la capacité installée à la vision 2030 de l'ADEME, parce que l'ADEME était silencieuse sur la capacité installée en nucléaire à 2050. On arrivait ainsi à une vingtaine de gigawatts restants, ce qui nous a paru cohérent, puisque ça pourrait être une prolongation des durées de vie des centrales nucléaires à 50 ans et un EPR. C'était surtout pas l'objet de l'étude, mais l'idée c'était d'avoir un mix énergétique qui nous permettait ensuite de calculer quel volume de surplus. Le volume de surplus auquel on arrivait, avec ce nucléaire-là en bandeau, l'hydraulique en bandeau, et puis l'éolien, le photovoltaïque, modulant sur des données historiques, des données historiques allemandes d'ailleurs, parce que les Françaises étaient quand même assez peu, trop faibles pour en tirer quelque chose, et puis une modulation également de la consommation, alors consommation électrique, vision 2050 également, mais modulée sur la base de l'hiver 2011. On arrive avec une modulation heure par heure à voir qu'il y aurait avec ces hypothèses, 75 TWh de surplus électrique, c'est-à-dire de l'électricité dont on ne sait pas que faire. 75 TWh, c'est 5 à 6 000 heures en fait, de surplus de production. Et puis en même temps, on arrivait aussi à la modélisation concluait aussi à 27 TWh de déficit pendant 3 à 4 000 heures. Donc 27 TWh de déficit, supposé compensé par exemple, des centrales à cycle combiné gaz, ça nous paraissait une bonne idée à cet horizon 2050. Mais en tout cas, 27 TWh de déficit, 75 TWh de surplus, ça donne des données qui sont cohérentes en quelque sorte, qui permettaient d'asseoir le scénario. Basé ensuite sur cette modélisation heure par heure, on a regardé quelle était la fréquence des surplus et quelles étaient leurs durées dans le temps. Et là, on arrive à une donnée qui, pour nous, cherchant à favoriser quand même l'injection, la production d'hydrogène dans un premier temps, puis l'injection dans les réseaux, mais pour la production d'hydrogène en tout cas, on arrivait à des surplus de longue durée, c'est-à-dire sur une période de plus de 3 jours, de 3 jours à une semaine, correspondant à 26 TWh. Parmi les 75 TWh, 26 TWh étaient produits sur des durées de plus de 3 jours. Et une dizaine de TWh étaient produits entre 2 et 3 jours. Si bien qu'on arrivait à dire que, évidemment, les surplus les plus fréquents sont ceux de courte durée, inférieurs à 12 heures, mais il y en avait à peu près 300 dans l'année. Il y a une petite dizaine de surplus qui durent plus de 3 jours, mais en volume, par contre, en quantité d'électricité produite et à valoriser, on arrive à 80% en fait, du volume produit sur des périodes de plus de 12 heures. Et là, ça nous intéressait particulièrement parce que l'idée, c'était de se dire on ne va pas proposer la production d'hydrogène avec tout le volume de surplus d'électricité produit à cet horizon 2050. Mais par contre, on cherchait à voir du coup les surplus de moins de 12 heures. On se dit que les batteries, le système de batterie, le système de stockage électrique courte durée va se développer. On va mettre ça dans les batteries. Ensuite, on arrive au surplus de moyenne durée de 24 heures, un peu plus d'une journée. Là, on a les stations de pompage qui vont permettre de pouvoir stocker ce volume sur des surplus produits pendant une journée ou guère plus d'une journée en tout cas. On a regardé également avec Ecube les régimes de vent pour voir dans quelle proportion on pouvait
imaginer exporter ces surplus d'origine électrique, notamment vers l'Allemagne. Et là, on a regardé et on a vu que même en ayant des régimes de vent différents, en fait, il se trouve qu'on a 20% du temps, alors données historiques de même, mais 20% du temps seulement où les périodes de surproduction ne sont pas corrélées en fait entre la France et l'Allemagne. Du coup, on s'est dit, pendant 20% du temps où on sera à cet horizon 2050 en surplus, on peut imaginer que l'Allemagne ne sera pas en surplus et on exportera donc 15 TWh également. Bref, et pour faire un petit peu court, il nous restait une trentaine de TWh que l'on ne peut pas envisager valoriser autrement en fait que par une production d'hydrogène. On a saturé l'ensemble des systèmes de stockage électrique courte durée, y compris les stations de pompage. On a exporté ce qu'on pouvait exporter. Il nous reste une trentaine de térawattheures. Et on est parti en fait de ce chiffre pour faire l'analyse économique. Sous-entendu, on pourrait imaginer en valoriser bien plus, évidemment. On pourrait imaginer que les stations de pompage ne se développent pas autant que prévu et mettre davantage pour la production d'hydrogène. Mais on est resté sur ces 30 TWh. Après, on s'est dit, on va être des gens raisonnables quand même, donc on n'imagine pas installer un électrolyseur pour ne tourner que quelques heures par an. Donc on a dit les 5 TWh les moins fréquents, finalement, ceux-là, on va les laisser de côté. On imagine l'éolienne mise à la terre et cette quantité-là perdue. Il nous restait 25 TWh. Et avec ces 25 TWh, ça correspondait dans la modélisation, enfin ça correspond à 1000 électrolyseurs de 10 MW installés donc à des points intelligents sur le réseau électrique pour pouvoir soulager le réseau électrique, éviter des raccordements vers des renforcements de réseau électrique pour absorber ces surplus électriques, et puis ou raccorder au pied d'éoliennes éventuellement si nécessaire. Donc 1000 électrolyseurs, 10 MW. Dans la modélisation, avec cette modélisation horaire, en supposant avoir écrété les 5 TWh du dessus, on tournait sur le parc de 1000 électrolyseurs en moyenne à 2500 heures par an. Et avec un coût de l'électricité, alors que l'on a calculé en résultat, en fait, en disant le coût de l'électricité en surplus, donc elle est gratuite. À l'origine, on était parti là-dessus. Finalement, on s'est dit, il n'y a pas besoin qu'elle soit gratuite, elle peut être, mais très peu chère quand même. Et avec un coût de l'électricité donc très peu cher, on arrivait à un taux de retour sur investissement de ce parc de 1000 électrolyseurs de 10%, une valeur actualisée nette positive. On arrive à conclure que c'est possible, alors moyennant certaines conditions. Une condition qui est la condition la plus forte, je pense, c'est une réduction du coût des électrolyseurs, évidemment, d'un facteur. Alors, j'ai annoncé d'un facteur 5 pour passer de 1500 € du gigawatt installé à 300 € du gigawatt. Aujourd'hui, avec les chiffres annoncés maintenant par Céramide sur la rentabilité avec un prix de l'électricité à 20 € du mégawattheure, finalement, on peut imaginer avoir une rentabilité avec un coût un peu plus fort et en tournant à 20 € du mégawattheure. Donc voilà, ça paraît, on arrive en tout cas, et je ne vais pas vous présenter tous les détails de l'étude, mais l'étude conclut avec une série d'hypothèses à pouvoir valoriser l'hydrogène produit injecté dans le réseau de gaz naturel, donc valorisé au prix du gaz naturel d'aujourd'hui, 25 € du mégawattheure. On arrivait, avec cette hypothèse de diminution de coût d'un facteur 4 à 5, à montrer qu'on pouvait mettre 1000 électrolyseurs de 10 MW en pensant qu'il pouvait descendre, enfin que le coût pouvait être diminué d'un facteur 4 à 5. Et ce facteur 4 à 5, d'ailleurs, on l'avait trouvé pas seulement comme résultat de calcul et parce que ça nous arrangeait, mais c'était l'hypothèse de coût prise par le laboratoire NREL, le laboratoire du département fédéral aux États-Unis, du département fédéral de l'énergie. Et c'est une hypothèse qu'ils prennent aussi dans le rapport sur le développement en fait, du power to gas, mais là c'est aux États-Unis, mais en pensant qu'en passant d'un marché de niche, aujourd'hui l'électrolyseur est sur un marché de niche, avec les évolutions technologiques, notamment sur le PEM, c'est l'hypothèse qui est prise en fait, par le NREL de baisse des coûts à un horizon 2050. L'injection d'hydrogène dans le réseau, alors l'étude, on avait regardé l'ensemble des valorisations possibles de l'hydrogène, là aussi, et on ne s'est pas attardé sur les évolutions possibles des piles à combustible, donc je voudrais me fâcher avec personne ici. Nous, on pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Là, l'étude montrait qu'on pouvait envisager injecter l'ensemble de cet hydrogène dans le réseau de gaz, et on était sur une teneur relativement haute quand même, admissible par le réseau de gaz. Donc on envisage pouvoir absorber davantage
ou du moins tout cet hydrogène, mais en passant assez rapidement à de la méthanation derrière, c'est-à-dire une combinaison de l'hydrogène avec du gaz carbonique pour faire du méthane de synthèse. Et là, on arrive à l'échelle du problème quasi infini, en fait, la capacité de stockage infinie de cet hydrogène injecté dans le réseau, et en substitution, évidemment, à du gaz fossile, ce qui permet aussi d'avoir un gaz davantage renouvelable. Mais l'idée, c'était quand même de dire, on a aujourd'hui jusqu'à 6% en mélange avec le gaz naturel de façon transparente. Enfin, on a en cours d'étude pour regarder sur certains clients industriels sensibles, notamment sur certaines applications, si le 6% pourrait être la teneur maximale ou non. Mais en tout cas, pour une teneur relativement faible, mais importante vu les quantités transitées dans le réseau en termes d'hydrogène, on pourrait imaginer 4 à 5% d'hydrogène dans le réseau sans souci particulier, sous réserve de confirmation sur certaines utilisations du gaz naturel. Et ensuite beaucoup plus et autant qu'il le faudrait, en imaginant donc combiner avec du gaz carbonique et de l'hydrogène pour produire du méthane de synthèse. Cette étude nous a permis déjà de nous convaincre qu'il y avait un avenir possible pour l'hydrogène, et du coup, on s'apprête à lancer un projet d'injection d'hydrogène, un projet pilote. Alors, j'ai bien noté la proposition de Céramide d'appel à partenaires. Nous, on en est à peu près au même point également, d'ailleurs. On voudrait lancer en visant les premières injections à horizon 2016, donc un projet qu'on lance vraiment en phase de faisabilité aujourd'hui, avec un appel à partenaires, d'ailleurs, sur de l'injection d'hydrogène. Et puis, comme on pense également que la suite pourrait être de passer à de la méthanation, sur un projet pilote aussi de méthanation dans une deuxième phase. Donc, voilà, pour nous, l'intérêt principal de cette étude, c'était bien de pouvoir montrer qu'il y avait un vrai rôle pour le réseau de gaz pour soulager le réseau électrique, en quelque sorte, en imaginant, dans un scénario avec un fort développement d'énergie électrique renouvelable. On voit aussi, en creusant, qu'on arrive à avoir une offre de services qui pourrait se développer vers les stockages d'hydrogène, pour le coup, en imaginant pouvoir écrêter une production d'hydrogène et une valorisation en hydrogène mobilité, avec un stockage d'hydrogène pas trop massif, une utilisation d'un hydrogène provenant aussi d'énergie électrique renouvelable et du coup pas forcément très maîtrisable, et un écrêtement du stockage d'hydrogène utilisé pour une hydrogène mobilité par le réseau de gaz également. Donc là, on est persuadé que, et c'est pour ça qu'on est... alors, on a bien noté les petites piques sur le gaz naturel véhicule tout à l'heure. Nous, on pense vraiment qu'il y a de la place pour tout le monde, et en mobilité d'ailleurs, avec un développement de gaz naturel véhicule et un développement de l'hydrogène mobilité. Et puis pour nous, GRT Gaz, transporteurs de gaz, et surtout ayant un réseau de gaz naturel déjà existant, et on a le moyen de le valoriser en travaillant avec l'ensemble de la filière et mobilité au sens large et hydrogène en particulier pour aujourd'hui. Très bien. Merci M. Pell, merci Mme Poitou pour nous avoir traduit avec beaucoup de passion un sujet qui nous interpelle tous et qui montre combien il y a dans ce domaine-là encore des complémentarités à rechercher. Je vous propose d'ouvrir pour un petit instant le débat, s'il y a des questions à poser. Et tant pis, je vais commencer par me donner la parole si vous êtes d'accord. Je ne résiste pas au plaisir de vous poser une question à vous, Monsieur Mofakami. C'est ça, j'y arriverai avant la fin de la journée, vous verrez. Cette question, elle m'a été suscitée par les derniers propos de Mme Poitou, qui parlait d'un investissement de 1000 électrolyseurs, évoqué donc, oui. Avec une division par 4 du prix des électrolyseurs. Oui, oui, effectivement. Si j'ai bien entendu, c'est bien de cela dont il s'agissait. Ouais, on parle de 1000 Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, moi, je suis ravi, d'abord. Et je pense que, pas que moi, il y a de la place pour tous les acteurs qui font des électrolyseurs. Je pense qu'il y a Areva, Énergie Renouvelable qui en fait aussi, CETH en France, et donc je pense qu'il y a un terrain pour l'ensemble des acteurs pour coopérer, parce que 1000 c'est beaucoup. Alors on parle d'horizon 2030, 50 aussi, 2050, donc on a un peu le temps, ça fait environ une dizaine, vingtaine d'électrolyseurs par an, il y a de quoi susciter de la croissance pour l'ensemble des acteurs français. En tout cas. Et si on ne le fait pas, les étrangers le feront à notre place. Je pense que l'hydrogénie, c'est à la porte.
Et en ce qui nous concerne, nous, toutes les pièces de puzzle sont prêtes. C'est-à-dire qu'on a nos stacks qui sont industrialisés, nos modules qui sont conçus et réalisés. Donc on attend le top départ pour commencer à produire. Voilà. Donc pour nous, ça sera qu'un effet de d'aubaine. J'espère qu'il y a des investisseurs dans la salle ou que des gens entendront pour pouvoir... parce qu'on a besoin d'investissement. Ça, c'est évident qu'on ne peut pas faire ce genre de volume sans investissement conséquent derrière. Il n'y en a peut-être pas dans la salle, mais c'est prévu, puisque c'est filmé, que quelqu'un vous entende. Merci. Que Dieu vous entende. Monsieur Bossé. Oui, pour compléter ce que disait Monsieur Mofokami, effectivement, il y a d'autres acteurs en France qui travaillent sur l'électrolyse, PEM en particulier, donc au sein d'Areva et chez CETH. J'irai là aussi sur la PEM, donc la technologie était très bien écrite tout à l'heure, là aussi les technologies arrivent à maturité. Effectivement, l'enjeu pour la technologie PEM, peut-être par rapport aux autres, c'est de monter en puissance, c'est-à-dire d'aller vers des électrolyseurs de plus forte puissance. Mais toutes les études qu'on a pu faire à la fois sur la montée en puissance des machines et la montée en volume de production montrent que les facteurs de réduction qui sont recherchés sont tout à fait accessibles et je dirais à horizon relativement rapide d'ici quelques années, moyennant un volume suffisant de pilotes et d'installations précurseurs. Mais c'est des domaines de coûts qui semblent tout à fait accessibles, donc qui viennent, je dirais, corroborer les perspectives que GRT Gaz a tracées. OK. Avez-vous des questions? Monsieur Chauvet. Oui. Est-ce que les autres opérateurs de gaz en Europe, comme vous, se posent les mêmes questions? Je pense que oui. Est-ce qu'ils ont fait des études similaires? Et est-ce qu'on peut envisager une espèce de marché européen de l'hydrogène stocké dans des tuyaux? C'est délirant ou pas? Oui, tout à fait. Alors, ce que je n'ai pas mentionné, parce que le temps était court quand même, c'est on partage ces idées avec d'autres transporteurs européens. Au niveau des transporteurs, on a signé un accord de coopération au printemps avec 4 autres transporteurs, les Suédois, les Néerlandais, les Belges, les Danois. Les Danois. Et il n'y a pas encore les Allemands, mais ils devraient nous rejoindre bientôt. Mais pour le moment, ils n'y sont pas encore. Pour porter une vision en fait d'un système gaz décarboné à horizon 2050. Et avec 3 axes. L'un étant le power to gas, le deuxième le développement des gaz renouvelables, et le troisième le gaz mobilité GNV et GNL. Il y a différentes initiatives aussi au niveau européen et cette fois avec un pilotage, avec une forte implication allemande, notamment une plateforme Power to Gas sur le nord-ouest de l'Europe, avec un développement d'initiatives en fait pour arriver à une maturité et pour arriver à développer en fait la filière. Et je vais rebondir sur ce que vous disiez. On sait que les biogaz, lors de leur production, représentent 50% à peu près de CO2. Et en fait, il y a une réduction de ces CO2 à 5% possible en nourrissant les bactéries par hydrogène. Donc là aussi, c'est un autre gisement d'électrolyseurs renouvelables de préférence ou décarbonés, nucléaires, pour permettre d'augmenter la capacité de production des biogaz, en fait. Je voudrais juste compléter, justement. Je voudrais simplement citer l'exemple d'une marque de voiture qui s'appelle Audi, qui est allemande dans le groupe Volkswagen, et qui a fait une initiative récente qui était de dire à ses clients, ils ont construit bien sûr des véhicules à gaz aussi, ils ont fait ce choix-là, et il y a à peu près 1 millier de stations à gaz, stations GNV en Allemagne. Et ils ont dit à leurs clients, bon actuellement vous avez fait un choix au gaz qui est moins polluant globalement pour la planète, mais dès demain, on vous promet du gaz renouvelable, complètement renouvelable. Et ce demain est arrivé hier finalement, puisqu'ils ont construit une usine qu'ils ont mis en service au mois de septembre, qui combine à la fois un méthaniseur justement, qui produit effectivement à peu près 40% de gaz carbonique, en même temps que du biométhane. Et ils ont mis à côté un électrolyseur alimenté par les éoliennes de la mer du Nord et qui fabrique de l'hydrogène. Et ils saturent le méthaniseur avec de l'hydrogène, ce qui fait qu'ils injectent dans le réseau du biogaz, enfin du biométhane exactement, et du gaz de synthèse, du méthane de synthèse, qui est le produit du gaz carbonique et de l'hydrogène.
Et ce qui est assez, leur système marketing est assez intéressant, c'est qu'ils fournissent aux conducteurs des Audi A3 G-Tron une carte de crédit. Ils peuvent prendre le gaz, et bien sûr, dans les stations. Et chaque soir, ils ont la consommation de leurs clients et ils donnent la consigne à leur usine de produire la même quantité de gaz renouvelable pour le lendemain. Un concept intéressant. On est dans un changement de paradigme, là. Ouais. On a eu l'occasion, effectivement, de se rendre sur place. Là où on n'avait peut-être pas tout le temps toutes les réponses, c'est sur le prix de revient. Là, c'est encore un petit peu fou. Mais vous avez raison, le prix est très élevé et il n'a rien à voir avec les prix de l'énergie. On ne peut pas utiliser ce prix-là pour l'utiliser pour de l'énergie classique, pour du chauffage, c'est pas possible. Par contre, eux, ce qu'ils disent, nous, ça a une valeur d'usage, parce que nos clients, ils sont intéressés par avoir ce type de gaz pour leur voiture, mais eux, leur business model, c'est pas de faire du gaz. Leur business model, c'est de vendre des voitures. Donc, ils récupèrent par une voiture qui fonctionne à l'énergie renouvelable. Oui, en plus, oui, c'est un début. Avec un concept un petit peu différent de ce que nous avons en France, c'est-à-dire que tout ce qui est bio quelque chose en France se vend moins cher pour justement lui donner un certain attrait, alors que chez eux, ce qui est bio quelque chose se vend plus cher parce que ce qui est plus cher est meilleur. En tout cas, c'est le constat. D'autres questions, M. Ferrari? Oui, je voulais juste faire une remarque par rapport à ce qui a été dit. Pour donner une vision peut-être un peu différente, vous avez parlé tout à l'heure de Smart Grid. Je pense que c'est un concept de Smart Energy Grid qui est en train de se créer, c'est-à-dire que c'est un niveau supérieur et c'est important de dire que quand on parle réseau énergétique en France, on a tendance à tout de suite penser réseau électrique. Le fait de mettre le réseau gaz en parallèle du réseau électrique, c'est déjà une deuxième vision. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les hydrocarbures qui servent à faire le plein de nos véhicules, c'est un troisième réseau énergétique qui est un flux énergétique très important. Et voilà, c'est cette perspective que je voulais juste donner pour bien comprendre qu'il y avait une complémentarité en fait entre les différents réseaux et du partage. Du partage pour les différents usages aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à limiter l'usage des hydrocarbures pour les véhicules et le gaz pour les usages résidentiels. En fait, on voit bien que par ce genre d'usage, par ce genre d'expérimentation, il y a des mélanges qui se font. Même si aujourd'hui on parle de station gaz plutôt en Angleterre, je connais bien aussi l'exemple italien, malheureusement on n'a pas de station gaz, ou très peu en France, pour les véhicules. Très bien. Je pense que tout le monde va dans le même sens. Tout à fait d'accord. Est-ce que vous voyez des problèmes réglementaires dans votre stratégie, des problèmes qui restent à résoudre? Oui, effectivement, il y en a encore, puisque... Alors, comme je disais tout à l'heure aussi, le fait que ça soit ICPE, ce n'est pas un souci pour nous, puisqu'on a l'habitude de traiter ce genre d'installation. Mais néanmoins, si c'était plus simple, ça serait mieux, c'est vrai. Néanmoins, le problème réglementaire qu'on aura à gérer sur cette affaire-là, c'est sur la proportion d'hydrogène à accepter dans le réseau. Donc c'est pour ça qu'actuellement, on a une référence réglementaire qui n'est pas forcément définitive, qui nous permet d'injecter jusqu'à 6%. Mais bon, nous, on préfère être prudent, on préfère étudier en profondeur et on verra après quelles limites réglementaires on discutera avec les autorités. Parce qu'on est un opérateur prudent, on ne veut pas non plus faire des expérimentations sans garantie quand même. Donc effectivement, il y aura cet aspect-là à gérer. Ça fait partie du projet hydrogène que nous démarrons en ce moment. Et si vous faites un hub énergétique européen, est-ce que vous avez des contraintes d'interconnexion particulières qui feraient que vous devriez tous, par exemple, être au même niveau, avec les mêmes modes de fonctionnement ou pas? Oui, alors vous avez raison. On a déjà ces contraintes de qualité du gaz qui existent, qui sont des contraintes, les contraintes des normes, je dirais, des normes d'acceptation aux frontières et qui sont harmonisées au niveau européen. L'hydrogène en fait partie. Et c'est aussi sur ce point-là qu'il faudra agir. Quand je dis qu'il faut agir sur la réglementation, elle n'est pas uniquement française, elle est aussi européenne, puisque le gaz n'a pas de frontières finalement. Et donc il faut qu'il soit accepté par tous les pays, bien sûr. Monsieur Mosdal. Ça marche. J'avais une question, deux questions. La première, c'est beaucoup plus pour ma culture personnelle. C'est vous parliez d'ici 2050, on arriverait quasiment à une autosuffisance au niveau du gaz, c'est-à-dire avec le gaz de synthèse, différents gaz de synthèse.
alors peut-être 2050, 2060, enfin je ne sais pas, mais est-ce qu'on peut faire le calcul au niveau européen? C'est-à-dire, est-ce que la France est un bon élève là-dedans? Est-ce que c'est un élève moyen ou mauvais élève? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont meilleurs élèves, qui permettraient de moyenner et d'arriver à une autosuffisance européenne par rapport à nationale? Alors, votre question est assez complexe parce que effectivement, tous les pays n'ont pas le même mix énergétique et ne font pas appel au gaz de la même façon. Et notamment, il y a des pays beaucoup plus consommateurs de gaz que la France, comme l'Allemagne par exemple. Et là, on voit mal. Et en plus, la France, non seulement elle consomme moins de gaz, mais en plus, elle a des richesses agricoles qui sont sans commune mesure avec l'Allemagne, par exemple. Donc, on voit bien que ce qui est vrai pour la France ne sera pas forcément vrai pour l'Allemagne. Mais chaque pays doit faire cette démarche-là. Et c'est l'objet, d'ailleurs, du groupe de travail que Mylène a évoqué tout à l'heure. On essaye de voir si dans les pays qui ont signé cet accord-là, d'ailleurs, on l'a signé dans le cadre du Parlement européen en avril dernier, pour voir si dans le cadre de cet accord-là, comment chaque pays peut y arriver, quoi, quelque part. Et on a déjà vu des différences notables, évidemment. Et alors, ce qui est quand même frappant, c'est qu'un pays producteur de gaz traditionnel, comme les Pays-Bas, s'engage dans cette direction-là, quand même. Dans une direction d'avoir des gaz renouvelables en proportion de plus en plus importante sur leur réseau, ça veut dire dans leur consommation. Là, je veux dire que là, on parlait de changement de paradigme, mais alors là, c'est frappant, quoi. Un pays producteur de gaz qui s'engage dans cette démarche-là. Et après, on a encore beaucoup de choses à construire. Hein. Ça veut dire qu'avec une, ça devait suffire? Non. Mais c'est plutôt par rapport à la réglementation cette fois-ci. Donc on a vu des expériences dans le passé à partir de gaz naturel sur des piles à combustible et avec un gros problème qui venait du mercaptan et l'empoisonnement par le soufre des piles à combustible, quelles que soient d'ailleurs les températures, que ce soit des SOFC, MCFC on n'en a pas, mais ou des PEM. Et c'est vrai que nous, depuis un moment, en regardant tout ce qui est power to gas, pour reprendre donc la dénomination, on se dit, même pour les piles à combustible nomades, en fait, je prêche toujours pour nos paroisses du nomadisme, en se disant pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un réseau de distribution? En fait, à la gazinière, on a une prise à côté de la gazinière pour recharger son hydrométallique. Un hydrométallique, on sait très bien qu'il va faire la part des choses entre le gaz naturel, par exemple, et l'hydrogène. C'est-à-dire qu'il ne prendra que l'hydrogène, et le gaz naturel sera quasiment un gaz inerte pour l'hydrométallique à côté, à la cinétique près, enfin. Mais par contre, si on commence à mettre du soufre là-dedans, c'est-à-dire que même si on a un petit peu de soufre résiduel par le mécaptan dans n'importe quel type de pile à combustible, et spécialement les basses températures, c'est une mort irréversible, un empoisonnement irréversible de la pile. Est-ce que là-dessus, il y a une évolution? Ah oui, effectivement, il y a une évolution. Mais alors, je vais vous faire une réponse de Normand, malgré tout, parce que les réseaux de distribution qui sont à côté, qui sont pour la gazinière, là, la réglementation ne nous permettra jamais d'avoir du gaz qui ne soit pas odorant, parce que c'est une question de sécurité. Donc ça, là, on ne peut pas y compter dessus, c'est inenvisageable. En revanche, là où on travaille, c'est à rendre le gaz français compatible avec le gaz allemand, c'est-à-dire, ou allemand ou autre d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'odorisent pas le gaz, y compris sur la partie transport, c'est-à-dire sur la partie haute pression. Actuellement, nous, on avait fait le choix historiquement de faire une odorisation centralisée, ce qui coûte moins cher, ce qui est plus fiable et coûte moins cher. Néanmoins, là, on est en train de revenir sur cette hypothèse-là parce que, pour des raisons d'interchangeabilité entre les pays, pour avoir des secours aussi, et puis on voit bien que l'épuisement des gisements domestiques de l'Europe conduit à aller chercher du gaz de plus en plus loin sur la planète, et la France peut devenir un point d'entrée, justement, puisque encore récemment, des acteurs importants ont décidé de construire un terminal méthanier à Dunkerque pour faire rentrer des quantités extrêmement importantes de gaz en France. C'est évidemment pas pour la France, c'est pour compenser la baisse des gisements domestiques en Europe. Et donc, là, l'idée, c'est que ce gaz-là ne soit pas odorisé,
et qu'il puisse transiter jusque là en Allemagne si c'est nécessaire ou ailleurs pour ne pas être limité par des clauses de normalisation, de normes différentes plutôt. Et donc ça veut dire que ce que vous venez de dire, ça sera possible, mais à partir des réseaux de transport en direct sur des réseaux spécifiques, et pas partout malgré tout. Et ça ne répond pas tout à fait à votre question, je pense. Pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux, quoi, finalement. Juste faire une remarque par rapport à cela. Oui, effectivement, la molécule, elle est importante. D'ailleurs, dans les piles à combustible domestiques que nous, on construit, on est forcément des capteurs quand on a un désulfuré pour mesurer s'il n'y a pas de fuite. Par contre, je crois que les quantités mises en œuvre ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Oui. Et comme la désulfuration, ou désulfurisation, je ne sais pas comment on dit en français, est un élément important du coût total de possession d'une micro-cogénération à pile, puisqu'il faut changer les cartouches régulièrement quand elles sont pleines. Je pense que là aussi, il y a peut-être des choses à faire pour que dans tous les pays européens, on ait les mêmes niveaux, en tout cas, de mercaptants qui soient dans les concentrations, dans le gaz. Ça permettrait de diminuer un peu le coût de possession, justement, des piles. Oui, alors vous avez tout à fait raison. Là, on est en train de revoir aussi cet aspect-là, parce qu'on est bien sûr bien conscient que les niveaux ne sont pas les mêmes. Et puis, on est aussi bien conscient que l'optimisation de ce niveau d'odorisation est une source d'économie importante. Parce que le produit odorisant coûte très cher. Oui, au debout, en fait, du coup, chez vous et à l'autre bout de la chaîne, oui. Quand on utilise. Ben oui, donc on a intérêt à le minimiser. Bien, monsieur David, je crois que vous vouliez poser une question, je vous en prie. Je vais intervenir. Donc, je me présente. Je suis Jérôme David. Je m'occupe pour le groupe Arelis, qui est une ETI en forte croissance actuellement, qui recrute actuellement plus de 80 personnes pour le déploiement national de réseaux de transmission en Russie, pour la deuxième phase TNT russe. Donc, je voulais revenir un petit peu sur le marché de la transmission pour compléter un peu ce que dit Monsieur Amaré, puisqu'on est partenaire sur un projet ADEME autour des stations autonomes et des utilisations stationnaires de l'hydrogène. Et je voulais revenir un petit peu sur les verrous que nous, on fait face, puisqu'on a notre réalité de marché, vraiment les exigences de marché de nos clients internationaux, puisque 95% de notre activité de transmission est tournée vers l'export aujourd'hui. Donc, je voulais mettre un peu d'emphase sur la simplicité d'utilisation et les questions de maintenance qui sont liées à l'utilisation de piles à combustible, donc avec les phénomènes d'encrassement. Donc, je ne suis pas un spécialiste du tout du gaz, mais en travaillant dans différents projets, on s'est rendu compte et en étudiant le sujet que c'est des verrous qui sont importants aujourd'hui. Par exemple, la cyclabilité des piles à combustible dans une utilisation stationnaire est quelque chose de bloquant, puisque dans la vie des produits qu'on va déployer, c'est très difficile d'aller intervenir dans un site isolé en haut d'une montagne ou dans des conditions difficiles, de pouvoir remplacer facilement ces éléments-là. Donc, je voulais un petit peu savoir s'il y a des évolutions technologiques ou des choses un petit peu nouvelles, parce que notre première analyse jusqu'à maintenant était on a vu que avec 4000 heures annoncées en temps d'usage de l'électrolyseur, c'était un peu juste pour garantir un fonctionnement sur 10 ans d'un site. Donc, je voulais savoir si, donc normalement dans notre projet avec Attaway, on va montrer normalement à travers ce projet qu'on peut rendre applicable l'utilisation de technologies hydrogène pour éviter avoir surtout des coûts de maintenance assez limités dans l'usage de ces technologies hydrogène. Donc, je voudrais avoir un petit peu des retours des différents intervenants ici, pour avoir leur vision sur ce problème de cyclabilité auquel dans notre analyse, nous avons vu que ça rendait le système difficile à utiliser sur le terrain. Merci, Monsieur David. Ces messieurs et dames, vous avez entendu la question? Oui, peut-être, monsieur. Dans votre question, il y a deux éléments. Vous avez parlé de pile à combustible pour démarrer, et puis vous avez fini par électrolyseur. Vous parlez des deux?
Oui, je vais préciser, donc dans les sites isolés, on ne peut pas construire un pipeline pour alimenter le site. Ouais. Donc on doit résoudre le problème de transport et donc on est forcé d'utiliser un électrolyseur et un système complètement autonome. Et est-ce que je peux savoir quelle technologie d'électrolyseur vous utilisez? Aujourd'hui, bon, c'est dans la technologie Attaway, donc on est sur de l'alcalin, mais c'est pour des questions justement de maturité aussi technologique et pour ces problèmes de durée de vie. Habituellement sur l'alcalin, vous devriez... Enfin, le problème sur l'alcalin, comme je l'ai exprimé, il y a un peu de maintenance, plus élevé que les autres technologies, mais au niveau de durée de vie, vous devez allègrement atteindre les 4-5 ans sans problème. Maintenant, si vous avez des soucis... Notre durée de vie dans nos réseaux, c'est minimum 10 ans. J'ai dit sans problème 4-5 ans. Maintenant, maintenant il y a des... Ce qui veut dire qu'une grosse maintenance, je parle, si on raisonne en coût de TCO, donc j'essaye de montrer, il faut voir que ce qu'on a en face à réussir à concurrencer, c'est quand même des gensets qui sont extrêmement peu chers. Et donc quand un opérateur fait son calcul de TCO, il intègre ça dans l'image. Et une grosse maintenance sur le réseau, on peut dimensionner aujourd'hui, et c'est l'objet du projet, d'essayer de dimensionner pour éviter d'avoir cette grosse maintenance dans la durée de vie du projet, qui est aujourd'hui pour nous de l'ordre de 10 ans. Quand on déploie un réseau, la personne qui déploie son réseau, elle souhaite être tranquille pendant 10 ans, éviter d'avoir des grosses maintenances. On peut avoir des petites maintenances, mais une grosse maintenance, un remplacement d'électrolyseur ou un remplacement de piles à combustible, ça rend le modèle difficile à implémenter. Oui, je comprends. Alors, moi, je ne peux pas parler pour les piles à combustible parce que c'est pas... Enfin, bien que je connaisse des choses, mais je ne peux pas me prononcer en tant qu'expert. Mais pour parler d'électrolyseurs, il est de toute façon... possible d'avoir des électrolyseurs qui durent 10 ans. Ce n'est pas un problème, aussi bien dans les technologies PEM que dans les technologies alcalins. Mais, mais derrière ça, il faut imaginer ce qu'il faut comme auxiliaire à mettre en place pour atteindre ces durées de vie. Je m'exprime. Dans les technologies alcalines, vous avez du KOH. Si tant est que votre eau soit un petit peu, enfin pas suffisamment pure, le KOH il va être attaqué très vite. Et vous allez saturer le KOH par des ions extérieurs venant de l'eau, parce que ça s'accumule, et vous êtes obligé de changer le KOH. C'est exactement pareil pour une autre technologie, Serapem. L'acide va se saturer en ions extérieurs, et on est obligé de changer l'électrolyte. Et pour le PEM, c'est encore pire, il faut changer le stack, parce que vous allez précipiter à l'intérieur des membranes. Donc, tout est possible, tout est une question de qu'est-ce que vous allez mettre derrière comme auxiliaire. Il faut mettre des purificateurs d'eau de très grande qualité, mais il ne faut pas oublier d'aller changer les filtres de ce purificateur, parce que là, pareil, mais bon, c'est des petites maintenances. Donc dans les systèmes qu'on déploie, donc on a l'habitude d'avoir des systèmes par refroidissement hydraulique pour les puissances qu'on génère, puisqu'on fabrique des émetteurs de l'ordre de quelques watts jusqu'à à plus d'1 mégawatt pour les émetteurs radio. Donc on utilise des technologies de refroidissement hydraulique. Donc on a l'habitude des systèmes d'entretien de systèmes hydrauliques de distribution avec des exigences de fonctionnement où on va être autour de 99,9% de taux de disponibilité de la station. Donc c'est des problématiques qu'on gère déjà depuis plus de 20 ans en termes de déploiement de réseau. Donc ça fait partie de notre savoir-faire. Mais entre ça et changer une stack sur le terrain, je suis d'accord avec vous. On peut faciliter le changement de la stack, le rendre simple. Je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà. Oui, c'est sûr que pour les piles à combustible, et ce qui est annoncé aujourd'hui par le CEA ou par des partenaires qui développent des piles à combustible, c'est plus de 5000 heures, mais c'est pas 50 000 heures. Je veux dire, après, les gens peuvent me corriger ici. Encore une fois, je suis pas expert là-dedans. Par contre, pour les électrolyseurs alcalins, justement, leur force, jusqu'à maintenant, était qu'ils pouvaient fonctionner plus de 10 000 heures, sans changement de plus de 100 000 heures, sans changement de stack, même si leur rendement est plus faible. Là, je suis surpris par vos propos sur l'alcalin, donc je veux bien qu'on en discute après, mais je ne sais pas quoi dire. Pour les PEM, pour les électrolyseurs PEM,
pour notre technologie, on garantit 40 000 heures. Mais 100 000 heures, c'est un peu plus compliqué. Bien, écoutez, je suis obligé de constater que l'heure avance. Il faut à un moment donné donner un terme. Nous avons encore toute l'après-midi pour nous. J'ai cru comprendre que vous alliez vous revoir pour en parler. J'espère. Voilà. C'est intéressant. Cet après-midi, nous aurons deux grands thèmes qui vont être abordés par plusieurs partenaires. Celui de la maîtrise des risques spécifiques aux usages donc, de l'hydrogène et celui des modalités de développement de la filière hydrogène sur le territoire national. Donc deux voies qui doivent nous permettre peut-être aussi de nous projeter sur l'avenir. Voilà pour cette table ronde présidée par Jean-Marc Pastor et consacrée à la filière hydrogène énergie. Vous pouvez bien sûr toujours revoir toutes les tables rondes sur notre site publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire cet après-midi à 16h30 avec le début de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.